Bonjour, bonsoir, je suis Henri Navalone. Donc j'ai une question ce soir. Quelle relation peut-on avoir envers le pouvoir injuste? Alors ça, c'est une question extrêmement amusante, si j'ose dire, parce que si on étudie l'histoire, le pouvoir est plus souvent injuste que juste. La justice est rarement juste, mais le pouvoir l'est souvent beaucoup moins que la justice. Et bien entendu, on se retrouve complètement aux prises avec la question d'extrême importance qui est déjà la légitimité du pouvoir et ensuite la notion de liberté individuelle par rapport au collectif. Et ça, on peut comparer la relation de l'individu au collectif à la lutte entre le pot de terre et le pot de fer. Nous ne sommes que des petits pots de terre chétifs en relation à la puissance du pot de fer qui, on va dire, constituait... Vous imaginez que le pot de fer, il a avec lui les armées, les polices, les opinions, les coutumes, je veux dire, la dissidence è compliquée. Ah, ho dimenticato l'italiano, scusatemi. Voilà, la domanda è che relazione possiamo avere al potere ingiusto? E dicevo quanto è complicato questo sistema e comparavo un po' il potere al recipiente di ferro e l'individuo al recipiente di terra e dicevo che è estremamente difficile di essere un dissidente perché questo recipiente, non so come si dice, questa giara, suppongo, di ferro è costituito dell'esercito, della polizia, delle costume, dell'opinione generale, della sottomissione della massa. Il y a aussi un élément très important qui vient conforter la puissance du pot de fer, c'est la soumission de la masse. La soumission qui provient de l'ignorance, qui provient de la résignation. La sottomissione può venire dell'ignoranza, della sottomissione, voilà, tout le monde n'a pas forcément en soi l'énergie pour privilégier la voie de sa conscience plutôt que la voie du pouvoir. Tutta la gente non ha la forza interiore per privilegiare la voce della sua coscienza piuttosto a quella del potere. Et si vous voulez, l'essence du pouvoir est injuste. L'essenza del potere è ingiusto dès lors que il est gangréné par la supériorité de ceux qui ont l'argent ou le pouvoir. Il potere è ingiusto nel fatto ogni volta che è gangrenato dalla superiorità, fra virgolette, di chi ha il potere e di chi ha il denaro. Mais si vous voulez, l'ingrédient, on va dire, fondamental, c'est la bonne foi de ceux qui ont le pouvoir. L'ingrediente numero uno è la buona fede di chi ha il potere. Et malheureusement, il se trouve que j'ai toujours été passionné d'histoire. Io sempre sono stato appassionato di storia. Quand j'ai eu 8 ans, je me suis fait acheter le dictionnaire 10 volumes par mon père qui, je ne sais pas pourquoi, c'était une dépense somptuaire et on était dans une foire du livre, j'ai demandé et il a acheté. Avevo 8 anni, eravamo in una fiera del libro, ho visto il dizionario 10 volumi
mi sono esclamato, il mio padre l'ha comprato, era un miracolo. Et donc, j'ai passé de 2-3 ans à étudier l'histoire sur le dictionnaire, à essayer de tout reconstituer. Ho passato 2 a 3 anni, penso, a ricostituire la storia del pianeta attraverso questo dizionario 10 volumi. C'était tout à fait passionnant, era totalement passionnante. Et à 11 ans, je ne croyais pas, après avoir étudié tout ça, je ne croyais absolument pas à la justice du pouvoir. E a 11 anni, dopo di aver studiato quello, non credevo già assolutamente alla giustizia del potere, parce que j'avais complètement pu voir que les dominants avaient tendance à écraser le popolazioni, perché è chiarissimo che i dominanti durant tutto il corso della storia hanno cercato a schiacciare le popolazioni. Et c'est pour moi quelque chose de complètement hallucinant de voir que des gens croient que ceux qui ont le pouvoir veulent leur bien. E per me è una cosa totalmente allucinante, impensabile, di vedere che c'è gente che crede che chi ha il potere vuole il suo bene. Parce qu'à 11 ans, je n'y croyais pas. A 11 anni non ci credevo già più. Et à 18 ans, il y avait une élection présidentielle en France. Quando avevo 18 anni c'è stata un'elezione presidenziale in Francia. Et je suis allé voir tous les candidats et j'étais effaré. Bon, d'abord, je ne croyais pas du tout en leurs promesses, perciò sono andato a vedere tutti i politici, non credeva assolutamente alle loro promesse, mais ce qui m'a littéralement halluciné, c'était de voir on va dire, la capacité que les gens avaient de laisser, d'abandonner tout leur pouvoir entre les mains de quelqu'un d'autre. La cosa che mi ha più colpito è di vedere quanta gente era capace di abbandonare il suo potere personale nelle mani di qualcun altro. Et ça, c'était quelque chose de complètement inconcevable. Et de voir, on va dire, l'euphorie extraordinaire tous les 7 ans à l'époque, puis tous les 5 ans après, de ceux qui gagnent, de ceux dont le partisan gagne l'élection, e vedere dopo l'euforia totale dei partigiani di quali candidato ha vinto l'elezione, c'était aussi quelque chose qui m'hallucinait complètement. Era anche una cosa che mi allucinava completamente, parce que c'est comme un rituel où on honore les gens qui vous dévorent. È come un rituale in quale la gente va a onorare quella che la divora. Et ça, si vous voulez, pour moi, c'est un des grands mystères de la conscience humaine. Per me, un grande mystère de la coscienza umana. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer un truc aussi délirant? Come si può spiegare una cosa talmente delirante? Eh bien, je crois que la plupart des êtres humains n'ont pas dépassé le DIP et ils sont tout le temps à la recherche d'un père. Penso che la maggior parte degli esseri umani non hanno superato il complesso edipico e sono ancora alla ricerca di un padre. Et la chose la plus extraordinaire, c'est que plus les gens sont infantiles et plus ils se croient importants. E una delle cose più straordinarie è che più la gente è infantile e più si crede importante. Et en fait, ça c'est la caractéristique de tous les individus qui obéissent à leur mental. Questa è la caratteristica di tutti gli individui che obbediscono al loro mentale. Le mental est tellement enfermé dans sa tour d'ivoire, il mental è talmente inchiuso nella sua torre d'ivoria qu'il voit tout avec le prisme de la problématique de l'individu, che vede tutto attraverso la problematica dell'individuo.
Et si la problématique, c'est d'avoir de l'individu et d'avoir un père qu'il aime, e se la problematica dell'individuo è di avere un padre che ama, il va croire dur comme fer, c'est le cas de le dire en lien avec le pot de fer, que la personne dans laquelle il projette son besoin détient la vérité e va credere duro come ferro che la persona in quale proietta il suo desiderio détienne la vérité. Et c'est un système de projection de l'individu, des besoins de l'individu sur l'extérieur, un système di proiezione dei bisogni e dei desideri dell'individuo sul mondo extérieur. Et alors, on comprend bien dans cette optique-là à quel point l'unique solution, c'est le travail intérieur. E si capisce quanto in questa che il lavoro intérieur est l'unica soluzione. Parce que si vous ne faites aucun travail, vous allez rester avec votre problématique du père. Se non fai nessun lavoro, rimani con la tua problematica del padre. Et donc, le pouvoir, la puissance du pouvoir est, on va dire, entretenue par cette infantilisation de la population. La potenza del potere è amplificata e sostenuta da questa infantilisation de la population. Le monde changera uniquement quand les gens sortiront de leur hypnotisme extérieur. Il mondo cambierà unicamente quando la gente uscirà del suo hypnotisme extérieur. Mais les gens sont comme des moustiques ou des mouches qui sont attirés par la lumière extérieure. La gente, la maggior parte, come delle zanzare o delle mosche che vengono attirate dalla luce esteriore. Et ça, c'est absolument magnifique parce que quand vous mettez une vitre entre la lumière extérieure et vous, comme le font les mouches et les moustiques à l'intérieur d'une maison et qui veulent sortir, enfin surtout les mouches, hein, les moustiques qui sont bien à la maison. Voilà. Quando mettete un vitrio tra il mondo esteriore e voi, nel caso della mosca, elle va fare dei sforzi disperati per raggiungere l'esteriorità, ma non riuscirà. Donc la mouche va faire des efforts désespérés pour toucher ce monde extérieur, mais elle ne va pas y arriver. Et si vous voulez, les gens qui sont dans cette dynamique d'identification avec quelque chose qu'ils cherchent à l'extérieur d'eux-mêmes sont séparés de ce qu'ils cherchent par une vitre infranchissable. La gente che cerca qualcosa sempre all'esteriore di se stesso e diciamo impedito di trovare questa cosa all'esteriore di se stesso da un vitrio che non si insuperabile. Et là, si vous voulez, c'est là que l'on voit la sagesse extraordinaire de la création. Et là che vediamo la saggezza straordinaire de la création. Il n'y a aucun moyen d'accéder à la lumière par un moyen extérieur. Non c'è nessun modo di accedere alla luce attraverso un medio esteriore. Et par lumière, j'entends tout ce que nous souhaitons obtenir. E la parola luce in questo caso significa tutto ciò che vorremmo ottenere. Alors, vous imaginez le niveau de frustration. Alors, immaginate il livello di frustrazione. Et ça, c'est quelque chose de totalement incroyable. Questa è una cosa assolutamente incredibile. Parce que ça veut dire quoi? Che cosa significa? Ça veut dire, si vous voulez, que les gens qui cherchent à l'extérieur d'eux-mêmes
un bien-être qui va leur être donné par un pouvoir extérieur ne pourront jamais l'atteindre. Questo significa che la gente che cerca attraverso un potere esteriore, diciamo, il benessere che vorrebbe, non lo potrà mai raggiungere. Parce que rien de ce qui est extérieur à nous ne peut apporter une solution durable, perché niente di ciò che è esteriore a noi può portarci a una situazione durabile. Et ça, c'est absolument... il y a une sagesse impressionnante là derrière. C'è una saggezza impressionnante dietro, parce que ça veut dire que la voie de l'évolution est inexorable. Significa que la via dell'evoluzione è inexorabile. Mais cette évolution, c'est l'exigeant, elle passe par le fait de descendre à l'intérieur de nous, dans nos propres profondeurs. Questa evoluzione passa dall'esigenza di scendere all'interno di noi, nella profondità di noi stessi. Et alors, donc si vous voulez, le pouvoir et ceux qui l'incarnent ne sont qu'une projection des limitations intérieures de l'individu. Il potere e quelli che l'incarnano sono unicamente una proiezione delle limitazioni dell'individuo. Et alors, quand on comprend ça, eh bien, ça redimensionne énormément notre relation au pouvoir. Quando si capisce quello, ridimensiona molto il nostro collegamento al potere. Alors, il est clair que c'est insupportable pour chi aspire alla libertà de se trouver devant un pouvoir oppressif. È chiaro che è insopportabile per chi aspira alla libertà di ritrovarsi davanti a un potere tyrannico. Mais en même temps, c'est un processus produit par l'inconscient collectif, ma è un processo determinato dall'inconscio collettivo. Et avoir quelque part de la colère, de la haine envers ce pouvoir nous amène à établir une relation émotionnelle avec ce pouvoir. Avere odio, rancore verso questo tipo di potere ci porta a instaurare una relazione emozionale con questo potere. Et si vous voulez, l'émotionnel n'est jamais grand conseiller. L'émotionnel non è mai un grande consigliere. Surtout l'émotionnel négatif. Chiaramente, particolarmente l'émotionnel di bassa frequenza, come lo è la rabbia o l'odio. L'émotionnel de basse fréquence, comme l'est la colère ou la haine. Quand on agit sous le coup de l'émotionnel, on a l'impression d'être puissant, mais on est affaibli du fait que c'est l'émotionnel qui nous dicte notre conduite. Quando l'azione si fa sotto la governa dell'emozionale, abbiamo un'impressione di potenza, ma siamo deboli perché l'emozionale, quando ci dicta la nostra condotta, ci rende deboli. Donc, il s'agit de dépasser cette, on va dire, ces pulsions émotionnelles reattive. Si tratta di superare queste pulsioni emozionali reattive. Et il s'agit de dépasser le lien émotionnel que l'on a avec ces énergies parce que ça nous rend, on va dire, les hindous diraient que ça crée un lien karmique avec ce type de situation. Bisogna superare questo tipo di collegamento perché gli indiani direbbero che crea un legame karmico con questo tipo di situazione. Alors,
Ben voilà, ça veut dire, même si nous avons à souffrir de ce type de situation, eh bien, il s'agit de la dépasser. Questo significa che anche se dobbiamo soffrire di questo tipo di situazione, si tratta di superarla. Et le dépasser, ça veut dire transformer la colère ou la rancune en amour et en compassion. E superarlo significa trasformare il rancore o l'odio in compassione. Et c'est extrêmement compliqué et extrêmement complicato. Imaginez une personne qui va à une manifestation. Immaginate una persona che va a manifestare. Et là se pose la question de quel est l'état d'esprit dans lequel elle manifeste. La domanda è in che stato di coscienza sta manifestando. Est-ce qu'elle manifeste avec une haine féroce des mesures contestées, manifesta con un odio feroce delle misure contestate? Est-ce qu'elle manifeste avec une haine féroce de ceux qui sont derrière ces mesures? Manifesta con un odio feroce verso chi ha preso queste misure? Ou bien est-ce qu'elle manifeste vraiment dans l'optique de créare un mondo meilleur? O manifesta veramente nell'ottica di creare un mondo migliore? Et si vous voulez, l'énergie change complètement parce qu'on n'est plus contre, mais on devient pour. L'energia cambia completamente perché non siamo più contro, diventiamo pro. Et c'est tout le problème du monde politique et tout le problème del mondo politico qui sont exclusivement dans la critique de l'autre et donc dans la destruction. Et il n'y a pas moyen d'être dans la construction si on ne dépasse pas les conflits de personnes. E tutto il problema del mondo politico che non propone mai niente, propone sempre di meno, perché non è impossibile proporre qualcosa di costruttivo quando uno sta sempre immerso nella lotta di potere. La lutte pour le pouvoir, c'est une destruction de quelconque idéal politique. La lotta per il potere è una distruzione di qualsiasi tipo di ideale politico. Et on aboutit à une contradiction incroyable. Et là, arriviamo a una contraddizione terribile, parce que la plupart des gens attribuent justement à la colère, à la haine, une valeur, une telle valeur qui ne demande même pas un idéal o un programma. La maggior parte della gente sta talmente nel rancore e nella rabbia che non chiede neanche un ideale, ils se contentent de programmi politici vidi, si contentano di programmi politici vuoti e ils défendent des gens qui n'ont aucun programme politique e difendono gente che non hanno nessun programma politico parce qu'ils veulent un père, perché vogliono un padre. Et alors, c'est extraordinaire, par exemple, quand on voit, je trouve que la situation française actuelle est tellement révélateur de ça, trovo che la situazione francese attuale è talmente rivelatrice parce que les gens mettent sur un piédestal un homme, la gente mette su un piédestal un uomo qui vit avec une femme qui est sa mère, qui vive con una donna che è la sua madre. Et c'est extraordinairement projectif, ça. Extraordinariamente proiettivo, questo. Ça veut dire que les gens ont la même relation avec l'homme qu'ils mettent sur un piédestal que lui avec la femme qu'il a mis sur un piédestal. Questo significa che la gente mette su un piédestal l'uomo
allo stesso tipo di relazione con l'uomo che mette su un piedestal che lui con la donna che ha messo su un piedestal e che rappresenta la sua madre. Et donc, qu'envers cette femme qui représente sa mère. Et donc, on a vraiment ici une projezione dell'infantilisation générale de la population e abbiamo qua una proiezione chiarissima dell'infantilisation générale della popolazione. Alors, je ne connais pas bien le cas italien, non conosco bene il caso italiano, mais en France, tout de même, je suis quand même un peu l'actualité, ça me paraît flagrant. In Italia non so bene, ma in Francia seguo l'attualità e mi sembra assolutamente evidente. Alors, vous avez quand même deux cas extraordinaires. Vous avez Gandhi et Gandhi en Inde et vous avez en Afrique du Sud Mandela qui justement, quelque part, ont réussi à faire tomber un pouvoir dans une relation absolument non émotionnelle à ce pouvoir. Avete questi due personaggi che sono riusciti a fare cadere un potere attraverso una relazione completamente demozionalizzata, disinvestita di ogni forma di emozionalità verso questo potere. Parce que si vous voulez, ce type de position coupe toutes les racines ou toutes les racines de ce pouvoir et qui permet à ce pouvoir de subsister, perché questo tipo di situazione taglia poco a poco tutte le radici di questo potere e del modo in quale cerca a esistere. Et bien sûr, c'est extrêmement compliqué. È estremamente complicato di raggiungere questo livello di neutralità emozionale. Voilà, c'est difficile d'arriver à ce niveau de neutralité émotionnelle, mais c'est aussi l'unique moyen de ne pas se détruire, ma è anche l'unico modo per non distruggersi. Et ça ne veut pas dire ne pas être actif. Non significa non essere attivo. Alors, si vous voulez, le premier niveau d'action, c'est au niveau intérieur. Per me il primo livello di azione è a livello interiore. Premier niveau d'action, c'est faire tomber le père du piédestal et devenir adulte. Il primo livello è fare cadere il suo padre dal piédestal e diventare adulto. Et donc ne plus projeter son propre désir de pouvoir sur quelqu'un d'autre et non più proiettare il suo proprio desiderio di potere su qualcun altro. Les gens faibles, si on les met au pouvoir, ils écrasent les autres. La gente debole, quando si mette al potere, schiaccia gli altri. Et tous les faibles, tous les agneaux deviennent loups quand ils sont en position de pouvoir, sinon pas régler leur conflit intérieur. Tutti gli agnelli una volta al potere diventano lupi se non hanno risolto le loro problematiche intérieures. Et s'ils ne deviennent pas loups, ils se font manger par les autres loups qui n'attendent que ça. Se non sono lupi, verranno divorati dagli altri lupi che aspettavano solo questo. Donc ça, c'est le premier élément, c'est vraiment ce travail en profondeur sur notre identité, un lavoro in profondità sulla nostra identità. Et si vous voulez, la seule partie de nous qui est adulte, c'est notre moi supérieur. L'unica parte di noi che è adulte è il nostro io supérieur. Et notre moi supérieur, c'est la partie de nous qui est une avec l'univers. Il nostro io supérieur est la parte di noi che è uno con l'universo. Et c'est celle-là qu'il s'agit de récupérer. Et questa parte che si tratta di recuperare. Et à ce moment-là, l'enfant en nous, on va dire le moi
l'ego s'unit au moi supérieur et l'enfant devient adulte. In questo caso l'ego, che è il nostro bambino, si unisce all'io superiore e là uno può diventare adulto. L'ego, il se croit adulte, mais il ne pourra jamais arriver à l'être. L'ego si crede adulto e non potrà mai arrivarci ad esserlo. Et donc l'ego transfère son pouvoir sur chi ha le plus d'ego. L'ego trasferisce il suo potere su chi ha l'ego più ipertrofico. C'est qui a un ego hypertrophié qui a des chances de représenter, on va dire, d'obtenir le suffrage de tous ces égos infantilisés. L'ego il più ipertroficato, ipertrofico, che ha tendenza a raccogliere i voti di tutti quelli che hanno dei ego infantilizzati. Voilà, donc ça, c'est le premier niveau de travail. Le deuxième niveau, c'est par rapport a soi-même. E questo è il primo livello di lavoro riguardando noi stessi. Et puis après, il y a un autre niveau de travail qui est notre relation à l'extérieur. Donc, c'è una relazione di lavoro che riguarda la nostra relazione con il mondo esteriore et notre relation au pouvoir extérieur et la notre relation con il potere extérieur. Et là, bien sûr, on a le droit d'agir. Et qua, chiaramente, abbiamo il dovere il diritto di agire. Mais notre action, si on n'est pas un loup au milieu des loups, n'est possible que dans le détachement. Ma la nostra azione, se non siamo un lupo, se non vogliamo essere un lupo in mezzo ai lupi, può esistere unicamente attraverso questo distacco, questa neutralità, questa distanza, attraverso ce détachement, cet éloignement, cette distance et cette, oui, vraiment cette neutralité. Parce que tout type de relation émotionnelle au pouvoir nous fait perdre une énergie considérable. Perché ogni tipo di relazione emozionale al potere ci fa perdere un'energia considérable, gigante. Voilà, donc ça, je te remercie d'avoir posé cette question, ti ringrazio di aver fatto questa domanda et peut-être que je ferai un petit cycle de conférences sur le pouvoir parce que ça m'intéresse beaucoup, c'est un peu, j'ai fait des études politiques, c'est vraiment le centre des interrogations que j'ai depuis fort longtemps, ho fatto delle studie politiche, il centro, diciamo, delle domande che mi faccio da molto tempo, donc il y aura une continuation à cette conférence, perciò ci sarà una continuazione a questa conferenza. Et là, ce soir, on a plutôt vu la position de l'individu par rapport au groupe. Qua abbiamo piuttosto visto sotto l'angolo della posizione dell'individuo riguardando il gruppo. Voilà, je vous remercie.